Du Parti socialiste. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Damien Fleureau. Hier, vous étiez à l'Assemblée nationale aux côtés de collègues parlementaires de la gauche, députés et sénateurs. Vous revendiquez un droit au temps libre dans le cadre de cette réforme des retraites. Ça veut dire quoi? Avec le Parti socialiste, on rase gratis? Je ne crois pas qu'on rase gratis. Je dis simplement qu'il faut simplement reconnaître la valeur de travail. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois reconnaître pendant la vie professionnelle que les salaires doivent être à la hauteur et qu'à la retraite, il faut aussi reconnaître cette valeur et donc reconnaître l'effort qui a été conduit et donc avoir le droit, effectivement, après une vie de labeur, après 43 années passées au travail, d'avoir le droit aussi au repos. Mais est-ce que la priorité ne doit pas être de faire travailler ceux qui le peuvent le plus longtemps possible, notamment les seniors? On le sait, c'est un sujet... Damien Fleureau, est-ce que la priorité, ça ne devrait pas être de faire travailler tout le monde? Quand vous avez tant de gens qui aujourd'hui veulent rentrer sur le marché du travail, mais qui n'y arrivent pas, les plus jeunes. Et quand vous avez en fait les aînés, qui sont à partir de 55 ans, en réalité renvoyés au chômage, est-ce que c'est vraiment la bonne idée que de vouloir reculer l'âge de retraite à 64 ou 65 ans et faire en sorte que ces gens-là passent 5 à 10 ans de leur vie au chômage en attendant de pouvoir enfin partir? Ça n'est pas responsable. Et donc, la bonne solution, c'est d'arriver à avoir enfin un pacte générationnel qui mêle quoi? Qui mêle à la fois l'entrée dans la vie active, et moi je suis favorable à l'idée d'une dotation donc pour les jeunes, pour leur permettre d'entrer dans la vie active, et puis ensuite avoir un temps qui est celui de la retraite, puis après envisager aussi le grand âge qui est celui de la dépendance. C'est ce pacte-là qu'il faudrait nouer. Et c'est ce pacte-là que le président a complètement évité. Hier, vous étiez donc réunis à l'Assemblée nationale avec d'autres personnalités de la gauche, sauf le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, qui ne souhaite pas s'associer à votre projet. Mais vous n'avez pas présenté une contre-réforme totalement ficelée du projet de retraite. Nous avons présenté les orientations sur lesquelles nous nous basons et sur lesquelles nous voulons que le débat puisse reprendre, avec des propositions très concrètes sur la pénibilité, sur la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur la question du minimum contributif, donc la pension minimale. Au sein des différentes sensibilités de la gauche, vous êtes tous d'accord? Finalement, non. Mais nous sommes d'accord. Par exemple. Mais nous sommes d'accord sur toutes ces questions-là, qui sont en fait ce qui nous est commun, ce qui n'empêche pas que nous sommes dans des partis différents et que nous pouvons avoir des visions différentes. Mais sur ce que nous allons défendre ensemble, notamment dans le débat parlementaire, sur ce que nous pouvons arriver à faire en sorte pour que cette réforme soit non pas une régression mais un progrès, eh bien nous sommes d'accord sur ce que nous pouvons présenter ensemble. Mais ça veut dire quoi? Si vous étiez au pouvoir, vous n'auriez pas forcément de majorité, vous ne seriez pas forcément en capacité de mettre en place votre propre réforme des retraites. Si les communistes ne sont pas tout à fait d'accord, si la France Insoumise n'est pas derrière vous, si les écologistes, eux aussi, ont une propre partition sur cette réforme des retraites? Mais je ne comprends pas le sens de votre question. Est-ce que vous croyez que tous ceux qui sont aujourd'hui au Parlement dans la majorité d'Emmanuel Macron, je veux dire à la fois La République En Marche, et on voit qu'eux-mêmes sont très divisés, il y a différentes sensibilités. Agir, l'UDI, etc., vous voyez bien qu'eux-mêmes, le MoDem, eux-mêmes peuvent avoir des positions qui sont parfois différentes. Ça n'empêche pas que sur ce qui les amène à produire l'essentiel de leur vie politique, eh bien, ils sont d'accord. Et donc, qu'est-ce que nous avons montré hier? Nous avons montré hier qu'il y a un autre chemin. Il n'y a pas une pensée unique qui devrait s'imposer. Et que nous pouvons effectivement avoir une réforme qui ne soit pas une régression, mais un progrès. Et quand le gouvernement fait des gestes, des avancées, par exemple à l'endroit des égoutiers de Paris, ils sont 450 à peu près, sur l'espérance de vie, il y a la prise en compte d'une pénibilité particulière. C'est un gain. Vous reconnaissez ces avancées? Mais attendez, je veux bien qu'on fasse quelque chose sur les égoutiers. Pourquoi? Parce qu'ils ont 17 ans d'espérance de vie en moins que la moyenne nationale. Et donc les faire partir au même âge que les autres, c'est tout simplement criminel. Donc là, le gouvernement va dans le bon sens. J'espère qu'il ira dans le bon sens, mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez aujourd'hui environ un quart des Françaises et des Français qui ont un métier pénible. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé à nouveau au pouvoir? Il a retiré 4 critères. Il a retiré 4 critères, ce qui a en réalité cassé l'essentiel de ce qui avait été la réforme Touraine de 2014. Et quel était l'intérêt de tout cela? C'était de permettre à des gens qui ont des métiers très pénibles
ce mot qui écorche la bouche du président de la République, qui ne veut même pas le prononcer. Oui, il y a des métiers très pénibles, des métiers qui font que quand vous êtes au marteau-piqueur, quand vous êtes à genoux toute la journée parce que vous êtes carreleur, parce que etc., tous ces métiers-là supposent que les gens qui les exercent puissent partir plus tôt à la retraite. Si vous ne le faites pas, vous les rendez... Enfin, vous aurez des gens qui partiront invalides. Et donc, la question aujourd'hui, c'est bien de rétablir ces critères de pénibilité, même de les élargir, d'arriver à faire en sorte que les seuils puissent baisser pour qu'il y ait un plus grand nombre de gens qui puissent accéder à ces conditions de départ. Demain, vous manifesterez à Paris, aux côtés des forces syndicales, contre cette réforme des retraites ? Oui, j'appelle à ce que tout le monde continue à manifester parce qu'il y a un rapport de force à créer avec ce gouvernement. Même si le nombre de grévistes baisse, même si le nombre de manifestants baisse depuis le 5 décembre, cela compte toujours et que le débat va se déplacer maintenant à l'Assemblée nationale. Bien sûr, le débat va se déplacer très largement à l'Assemblée et pendant ce débat à l'Assemblée, j'espère que nous arriverons à montrer les impensés, à montrer les impasses, à montrer les improvisations de ce gouvernement. Montrer que ce projet est en réalité une folie. Vous vous rendez compte qu'on nous demande de venir voter un projet qui n'a pas de financement et dont on ne sait pas quelles sont les conséquences sur les individus. Qui accepterait de voter un tel texte ? Alors, il y a quelques études d'impact qui commencent à être diffusées par l'exécutif. Mais oui, enfin, je voulais vous interroger. Vous avez vu ces études d'impact. Vous avez compris comment elles étaient fabriquées. Donc, si vous voulez arriver à trouver le modèle qui permet de dire qu'il y a des gagnants, on peut toujours y arriver. Mais enfin, pour l'essentiel, c'est pas Olivier le cas. Faure, lors de vos vœux, vous avez dit que les réformes ont toujours besoin d'être légitimées par l'approbation du Parlement et le consentement du mouvement social. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que c'est la rue qui cogère, en fait, qui peut faire passer ou pas des réformes ? Ça veut dire que la démocratie, elle n'est pas aux abonnés absents, elle n'est pas en congé entre deux élections. Autrement, on dirait simplement, on vote, on arrête de réfléchir pendant 5 ans et puis au bout de 5 ans, on choisit. Non, pendant 5 ans, le président de la République, il a une obligation, celle de rechercher le consensus. Le projet dont on parle, les retraites, ça a été l'objet d'un consensus à la Libération. C'était l'œuvre du Conseil national de la résistance. Ça a été porté à la fois par des socialistes, par des communistes, par des gaullistes, par des gens qui ont à un moment donné fait Alors, non pas le choix de faire pour eux-mêmes, mais faire... Vous seriez, par exemple, favorable à ce que les élections législatives soient décalées pour qu'elles sanctionnent éventuellement à mi-mandat un président de la République ? Ça, j'y serais favorable, mais c'est même pas le sujet. Le premier sujet, c'est d'abord que le président de la République, en plus, élu dans les conditions dans lesquelles il a été élu, avec un deuxième tour face à Marine Le Pen, avec des gens qui ont appelé à voter pour lui, non pas par adhésion à son projet, mais simplement parce qu'il voulait faire barrage à l'extrême droite. Et donc ça supposait de ce président qu'il fasse l'effort de comprendre une chose, c'est qu'il n'a pas une carte blanche, il n'a pas un chèque en blanc que lui ont donné, que lui ont signé les Français. Il a un socle de soutien, mais ce socle-là est insuffisant pour arriver à asseoir des réformes durables. Si vraiment Michel Rocard avait été un de ses inspirateurs, il aurait compris que les bonnes réformes, ce sont celles qui sont acceptées, qui sont portées par une majorité, parce que tout le reste, les passages en force, tout ça c'est éphémère. Et donc ce que je souhaite, c'est qu'effectivement on puisse retirer ce projet, remettre sur la table le projet des retraites, mettre à égalité l'ensemble des propositions et voir celles qui sont effectivement les plus prometteuses. À partir de là, trouver un consensus qui permette d'avancer et de faire en sorte que les Françaises et les Français s'y retrouvent. Olivier Faure, qu'avez-vous pensé du coup de colère justement d'Emmanuel Macron hier dans la vieille ville de Jérusalem à l'endroit des forces de sécurité qui voulaient pénétrer dans ce domaine français, territoire français, le domaine de Sainte-Anne ? Bon, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de commenter le énième coup de com' du président de la République. Parce qu'on y est habitué maintenant, on devrait s'y habituer. Rappelez-vous, le début du quinquennat, c'était les poignées de main viriles avec Trump. Ça devait nous ramener la planète Greta Thunberg. On n'a rien vu venir. Au G7, plus récemment, à Biarritz, là aussi, on nous a expliqué que le président de la République avait réussi à réconcilier Trump avec l'Iran. Vous avez vu ce qui s'est passé depuis. Ça devait être aussi la taxe sur les GAFA, où on ne plierait jamais, où on serait toujours les plus forts, etc. On a vu hier que précisément, là aussi, on avait plié bagage. Donc, voilà, on a un président qui est un grand spécialiste de la communication, mais qui n'est pas très probant sur le plan des résultats. Mais pour revenir sur ce sujet de la taxe GAFA, est-ce qu'il n'est pas bon parfois de savoir justement ralentir, attendre, continuer de discuter vous le demandez sur la réforme des retraites, on peut aussi l'imaginer sur cette taxe GAFA, discuter avec les États-Unis pour mettre en place cette taxe dans quelques mois. Sur les retraites, si je veux ralentir, c'est pour arriver à mieux. Là, s'ils ralentissent, c'est pour arriver à moins bien, parce que vous imaginez bien que les États-Unis ne sont pas en train de négocier pour obtenir en fait une taxe qui soit
plus généreuse ou qui soit une taxe qui soit qui permette des recettes supplémentaires. C'est tout l'inverse. Et quand vous avez le rapport d'Oxfam cette semaine qui vous dit que vous avez aujourd'hui 2000 milliardaires qui captent ensemble l'équivalent de la fortune de 90% des habitants de cette planète, vous pensez qu'on est en avance ou qu'on est en retard ? Alors le rapport d'Oxfam, il est aussi assez militant et certains disent que c'est une utilisation politique de... Mais ils ont raison de faire de la politique aussi. Est-ce que vous trouvez juste qu'en France, ce sont précisément ces gens qui s'accaparent l'essentiel de la fortune qui soient aussi les bénéficiaires des largesses du gouvernement ? Ça vous paraît normal ? Ça vous paraît normal que dans le projet retraite, ce soit encore eux qui sont les bénéficiaires principaux de ce projet ? Merci beaucoup Olivier Faure d'être venu sur le plateau de CNews ce matin à vous, Romain.